Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse assez provocatrice. C'est le mot. On a déniché ça sur le site Europix, un article du 4 décembre 2025, et il pose une question qui, franchement, a de quoi faire tourner les têtes. Ah oui, ouais. Est-ce que l'or est sur le point de s'envoler vers les 10 000 $ d'ici la fin 2026 ? Rien que ça. La thèse, elle est audacieuse, c'est sûr, mais elle s'appuie sur du solide. 50-50 données de 1970 à aujourd'hui. Et ce qu'ils ont trouvé est assez bluffant. La trajectoire actuelle du cours de l'or, elle ressemblerait, à s'y méprendre, à celle de 1979. Juste avant que le métal ne connaisse la plus grande explosion de son histoire. Exactement. C'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de passer cette analyse au crible. On va d'abord décortiquer la structure du marché qu'ils décrivent, leur fameux canaux de progression. D'accord. Ensuite, on va se pencher sur ce précédent de 1980, voir si la comparaison tient la route. Et enfin, on examinera les 3 scénarios très précis qu'ils dessinent pour l'année à venir. L'objectif est simple. À la fin de notre discussion, on devrait y voir beaucoup plus clair sur les forces qui animent l'or en ce moment et sur ce que l'histoire peut ou ne peut pas nous apprendre. Alors, c'est parti, on décortique ça. Bon, le point de départ de toute l'analyse, c'est ce concept de canaux de progression logarithmique. Ça sonne un peu barbare, je dois dire, mais c'est la clé de voûte de tout leur raisonnement. Comment est-ce qu'on peut se représenter ça simplement ? Alors, imaginez une autoroute pour le prix de l'or. Depuis plus de 50 ans, le cours roule sur cette autoroute, il ne sort quasiment jamais des voies. Ok, Cette autoroute, elle a une bande d'arrêt d'urgence. C'est la ligne basse du canal. C'est là où le marché panique, survend. Elle a une voie de droite, la ligne médiane, qui représente sa progression, disons, normale. d'accord. Et elle a une voie de dépassement extrême, la ligne haute. Un territoire qui n'a été exploré qu'une seule fois dans toute l'histoire. Une seule fois. Pour donner des chiffres concrets, au 28 novembre 2025, cette autoroute nominale, donc en dollars courants, sa bande d'arrêt d'urgence est à 480 $, sa voie centrale à 2190 et sa voie de gauche, la voie extrême, à 10 400 $. Waouh! Et il y a un deuxième canal, peut-être plus important encore. C'est le canal déflaté. Corriger de l'inflation. Exactement. C'est le vrai pouvoir d'achat de l'or. Là, les bornes sont un peu plus resserrées. 400 $ en bas, 1940 au milieu et 9100 en haut. Quand on voit ces chiffres, on comprend mieux un facteur 20 ou 23 entre le plancher et le plafond. C'est énorme. Ça veut dire que l'or n'est pas du tout l'actif stable et un peu ennuyeux qu'on imagine parfois. C'est une bête sauvage qui dort la plupart du temps, mais dont les réveils sont spectaculaires. Exactement. Cette structure explique comment on peut passer de phases de désintérêt total à des phases d'euphorie pure. Et toute la pertinence de l'analyse aujourd'hui vient de notre position actuelle sur cette autoroute. Et où est-ce qu'on est, justement ? Au 28 novembre, avec un cours à 4214 $, on n'est plus sur la voie du milieu. On a mis le clignotant à gauche et on roule à vive allure, à mi-chemin entre la voie centrale et cette fameuse voie de dépassement. D'accord, donc on est à mi-chemin de la voie rapide. La question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est est-ce que quelqu'un a déjà poussé la voiture à fond sur cette voie ? Est-ce qu'on a un précédent historique ? On en a un et un seul. C'est la fameuse période 1979-1980. Et ce qui s'est passé à l'époque est une leçon de marché absolument fascinante. Racontez-nous. L'envolée s'est faite en 2 temps. D'abord une phase d'accélération sur 3 ans, d'août 76 à août 79. Là, l'or est passé tranquillement de 104 à 300 $. Une belle hausse de 188% quand même. C'est ça. Tranquillement est un grand mot, c'est déjà une performance incroyable. C'est vrai, vous avez raison. Mais ce n'est rien, absolument rien comparé à la suite. Ah ! La deuxième phase, c'est l'explosion parabolique. D'août 1979 à janvier 1980. En 5 petits mois, le cours est passé de 300 à 835 $. Attendez, plus 178% en 5 mois. En 5 mois. C'est le genre de performance qu'on associe aux crypto-monnaies en plein bull run, pas à l'or de grand-papa. Tout à fait. Ça a dû être une panique totale sur les marchés à l'époque, dans ce contexte de choc pétrolier, de révolution iranienne. Une panique absolue. Et c'est là que le parallèle de l'article devient troublant. C'est-à-dire ? Si on compare la période 1976-1979 à notre période 2022-2025, les similitudes techniques sont frappantes. Ah oui. Même point de départ, dans un creux de marché. Même durée d'accélération, 3 ans. Un taux de progression annuel très comparable, plus 51% par an aujourd'hui contre plus 42% à l'époque.
Et surtout, Oui, la même position sur notre autoroute, à mi-chemin entre la voie centrale et la voie de gauche. le plan de vol technique est donc quasi identique. Mais l'analyse souligne aussi, et c'est crucial, que la météo économique, elle, est radicalement différente. Et c'est là que tout le débat commence. La première différence majeure, c'est l'inflation. En 1980, on était à 13,5% aux États-Unis. Une véritable angoisse pour les épargnants. Exactement. Aujourd'hui, on est autour de 3%. La panique n'est pas du même ordre. D'accord. Deuxième différence, les acheteurs. La hausse actuelle est décrite comme plus saine, car elle est tirée par les banques centrales. Elles ont accumulé plus de 3200 tonnes en 3 ans. C'est un mouvement de fond, structurel. Alors qu'en 1980, En 1980, c'était une bulle beaucoup plus spéculative, tirée par des particuliers, des hedge funds. et il y a la politique monétaire, qui est le miroir inversé de l'époque. En 1980, la Fed, menée par Paul Volcker, a hissé les taux d'intérêt à 20% pour tuer l'inflation. Ce qui a fini par tuer l'or aussi. Alors qu'aujourd'hui, les taux sont modérés et personne, vraiment personne, n'envisage un tel scénario. Exactement. Donc on a d'un côté un signal technique qui clignote en rouge vif et qui dit préparez-vous à une explosion, Et de l'autre, et de l'autre, un contexte fondamental qui semble beaucoup plus calme, beaucoup plus maîtrisé. ok, le parallèle est frappant, mais les contextes sont radicalement différents. On a le même plan de vol technique, mais pas du tout la même météo économique. Comment l'article arrive-t-il à réconcilier tout ça pour imaginer la suite? C'est tout l'enjeu de la partie prospective. L'analyse propose 3 scénarios en pondérant ces différents facteurs. Le premier, c'est le scénario « l'histoire se répète ». Le scénario catastrophe ou spectacle, ça dépend du point de vue. Voilà, une accélération explosive vers les 10 000 $ pour aller toucher la fameuse ligne haute du canal. Probabilité estimée, 30%. 30%. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher ça si l'inflation est maîtrisée et que les taux ne sont pas à 20%? Eh bien, les catalyseurs seraient différents. L'article évoque la dynamique de dédollarisation menée par les BRICS qui forcerait de plus en plus de banques centrales à se réfugier vers l'or. D'accord, une cause géopolitique. Oui, ou une nouvelle escalade quelque part. Mais le vrai moteur, selon l'article, serait psychologique, un effet de FOMO. La peur de rater le train. C'est ça. Si l'or franchit un seuil symbolique, disons 5 500 ou 6 000 $, les grands fonds d'investissement qui sont encore sous-exposés pourraient se ruer dessus. Et là, ça créerait la vague parabolique, même sans hyperinflation. D'accord, c'est le scénario spectacle. Quel est le deuxième, le plus probable? Le deuxième est le scénario central, avec 50% de probabilité. C'est une progression plus modérée, vers 7 000 $. Plus modéré, mais très confortable quand même. Ah oui, ici, pas d'explosion parabolique. Le moteur reste celui qu'on observe aujourd'hui, l'accumulation structurelle et régulière par les banques centrales. C'est une hausse plus lente, plus saine, qui reflète une méfiance de fond envers le dollar, mais sans la panique de 1980. C'est le scénario de la dédollarisation tranquille. J'aime bien cette expression, c'est tout à fait ça. Ce qui nous laisse 20% de probabilité pour le dernier scénario. J'imagine que c'est la douche froide. C'est le scénario de la correction technique, oui. Un retour vers 3 400 $, l'argument est simple et plein de bon sens. Le marché est en surchauffe. Logique. Une hausse de 157% en 3 ans, c'est un rythme 9 fois plus rapide que la progression naturelle de la ligne médiane du canal. Donc une pause, une consolidation serait parfaitement logique. Et le déclencheur? Ça pourrait être un apaisement des tensions géopolitiques ou un regain de confiance surprise dans le dollar. 20%. Ça me paraît faible. Après une telle montée, beaucoup d'analystes diraient qu'une correction n'est pas juste possible, mais probable, voire nécessaire. Est-ce que l'analyse ne pêche pas par optimisme? C'est une excellente question. Et je pense que la faible probabilité vient du moteur actuel de la hausse. C'est-à-dire? Une bulle spéculative tirée par des particuliers, elle peut éclater très vite. Mais une tendance de fond menée par des banques centrales qui achètent pour des raisons stratégiques de long terme, c'est beaucoup plus résilient. Ces acteurs ne vont pas vendre parce que le marché est suracheté à court terme. Ah, d'accord. C'est ce qui ancre le marché et rend une correction profonde moins probable, du moins selon cette analyse. C'est un argument solide. Alors, si on met tout ça dans la balance, concrètement, qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui s'intéresse à l'or? L'analyse propose une sorte de feuille de route. Oui, et c'est la partie la plus concrète de l'étude. D'abord, il calcule un objectif de prix pondéré pour fin 2026. En faisant la moyenne des 3 scénarios avec leur probabilité, on arrive à 7 180 $. Ok, un objectif moyen. Ensuite, il y a un calcul qui a particulièrement attiré mon attention. C'est le ratio risque-rendement.
C'est-à-dire? On calcule le gain potentiel moyen et la perte potentielle moyenne, toujours en les pondérant par les probabilités. Et le résultat est assez spectaculaire. 18,5 pour 1. Pardon? 18,5 pour 1. L'analyse conclut que le potentiel de gain est, en l'état actuel des choses, 18,5 fois supérieur au risque de perte. Un ratio de 18,5 pour 1, ça paraît presque trop beau pour être vrai. On dirait un argumentaire de vente, pas une analyse sobre. Comment ce chiffre est-il justifié? Il n'y a pas un biais qui minimise le risque? C'est exactement la réaction qu'il faut avoir, et c'est une critique juste. Ce chiffre est le résultat mécanique du calcul basé sur les probabilités assignées. Le point faible, c'est que ces probabilités, 35, 50, 20, sont subjectives. Bien sûr. Si on pense que la probabilité de correction est de 40% et non de 20%, le ratio s'effondre. Il reste intéressant. Oui, même avec des hypothèses plus prudentes, le ratio resterait très attractif. Et c'est ce qui amène l'article à proposer des stratégies. Alors quelles sont-elles? Pour ceux qui sont déjà investis, la recommandation est de rester en position, mais de se préparer à prendre des bénéfices. Pas tout vendre d'un coup, mais de manière échelonnée si on approche des paliers comme 6 000, 8 000 ou 10 000 dollars. On sécurise les gains au fur et à mesure. Voilà. C'est une façon de ne pas être trop gourmand et de sécuriser les gains le long de la hausse. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore entré sur le marché, mais qui est convaincu par l'analyse? Alors là, l'erreur à ne surtout pas faire serait d'acheter tout d'un coup, au sommet potentiel. Le fameux all-in au mauvais moment. Le pire, non. La stratégie suggérée est plus fine. Investir une partie de son capital maintenant, disons 30 ou 40%, et avec le reste, placer des ordres d'achat plus bas, par exemple à 4 000, 3 700 et 3 400 dollars. Ah, d'accord. De cette façon, si le scénario de correction se réalise, ce n'est plus une mauvaise nouvelle. C'est une opportunité de renforcer sa position à bien meilleur prix. On transforme le risque en avantage. C'est la stratégie classique du dollar cost averaging, mais appliquée de manière tactique. Exactement. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Il faut avoir le courage d'acheter quand les titres des journaux sont catastrophiques et que tout le monde vend. En somme, il faut avoir un plan et s'y tenir sans céder à la panique ou à l'euphorie. L'article mentionne-t-il des signaux à surveiller pour savoir quel scénario prend le dessus? Oui, quelques indicateurs clés. Une accélération notable des achats des banques centrales ou le franchissement technique des 5 500 dollars renforcerait beaucoup le scénario haussier. Et à l'inverse? À l'inverse, un accord de paix majeur dans un conflit actuel ou des déclarations très fermes de la Fed, ça pourrait valider la thèse de la correction. Il faut rester attentif à ces signaux. Alors, si on devait résumer ce qu'on a vu, que faut-il retenir de tout ça? D'abord, que l'or évolue dans des structures de très long terme, cette fameuse autoroute, qui sont remarquablement prévisibles dans leurs bornes. Ensuite, que la situation technique actuelle est un copier-coller quasi parfait de 1979, juste avant l'explosion historique du cours. Ça, c'est le cœur de la thèse haussière. Mais, et c'est un mais de taille, le contexte fondamental est très différent, bien moins inflationniste, ce qui pousse à la prudence. Parfaite synthèse. Et je crois que la conclusion de l'article ouvre sur une réflexion plus large, qui est très intéressante. Je vous écoute. Le précédent de 1980 nous enseigne l'humilité. Une fois le pic de 835 dollars atteint, il a fallu attendre 45 ans pour que l'or en valeur réelle, en pouvoir d'achat, dépasse à nouveau ce niveau. 45 ans. C'est une terrible leçon sur le danger d'acheter au sommet d'une bulle. Absolument. Mais ce même précédent nous enseigne aussi que les extrêmes sont possibles. Quand les conditions sont réunies, la rationalité quitte le marché pendant quelques mois. C'est fascinant, cette idée de baromètre. Ça change complètement la nature de l'or. Ce n'est plus une simple matière première dont le prix dépend de la demande de bijoux ou de composants électroniques. Ça devient un actif quasi politique. C'est exactement l'idée finale de l'article. L'or est le baromètre ultime de la confiance dans le système monétaire international. Bien dit. Quand la confiance règne, il stagne. Quand elle vacille, il monte. Et l'auteur conclut en disant qu'aujourd'hui, entre la dédollarisation, les conflits et les dettes colossales, la confiance vacille sérieusement. Ce qui laisse une question en suspens pour chacun. Si on suit cette logique, la question n'est plus de savoir si l'or va monter, mais plutôt à quel rythme et jusqu'où. L'année 2026 nous dira si cette fois c'est vraiment différent.